Alors, le sujet aujourd'hui, c'est les enjeux de la fonction Customer Success pour un éditeur SaaS. Donc, je vais vous faire mon exposé dans un premier temps qui va durer 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser des questions. Alors, vous pouvez les poser en utilisant la fenêtre de questions et réponses auparavant. Je vais commencer par vous proposer un petit sondage en même temps que je vais introduire ce webinaire. Voilà, je lance le sondage. Donc, je vous remercie d'y répondre. Alors, et puis comme ça, je vous donnerai les résultats, à la fin du webinaire. Alors, ce sondage me gêne un petit peu, mais... Oui. Voilà. Donc, le sujet, je vais le traiter donc, au travers de différents temps. Déjà, une introduction sur la fonction Customer Success et ses objectifs. Pourquoi la fonction Customer Success dans un contexte d'éditeur SaaS. Et puis ensuite, je vais un petit peu détailler les processus du Customer Success Manager. Et on terminera par les indicateurs à suivre pour un CSM. Et puis, on finira par les questions-réponses. Donc, la fonction de Customer Success est apparue avec le modèle SaaS. Même si on avait des brides avant avec des modèles d'éditeurs de logiciels on-premise. Mais ces objectifs sont de s'assurer que les clients atteignent les objectifs fixés avec l'utilisation de votre produit, de votre application. Et s'assurer de leur satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quand on va acheter quelque chose, on va acheter une application SaaS, c'est pour atteindre quelque chose, pour atteindre des objectifs. Et donc, l'objectif principal de la fonction CS, ça va être de s'assurer que dans le temps, les clients atteignent les objectifs qui se sont fixés avec l'utilisation de votre produit. Et bien sûr, s'assurer de leur satisfaction. C'est également veiller à l'adoption et à l'utilisation correcte des services. C'est également maîtriser le churn. Alors, le churn, c'est la déperdition de clients, c'est-à-dire c'est les clients qui ne renouvellent pas leur abonnement. Et puis, c'est également augmenter le revenu par client. Chez un éditeur SaaS, la fonction commerciale est en charge de trouver de nouveaux clients. La fonction CSM a pour objectif de conserver les clients et de s'étendre. Cette fonction a donc une dimension fonctionnelle, technique et commerciale. Donc, c'est un métier qui demande une multitude de compétences. Je pense que la première, c'est une compétence fonctionnelle, c'est-à-dire une compréhension du métier de nos clients et de leurs problèmes et des problèmes qu'ils rencontrent, technique sur la connaissance, bien sûr, de nos produits, et puis commercial, avec cette capacité de détecter un problème, de détecter, d'en faire une opportunité commerciale et de proposer quelque chose pour régler ce problème. Donc, le Customer Success n'est pas à confondre avec le support client qui, lui, agit de façon réactive sur demande du client. Le Customer Success est essentiellement proactif et cela, pour être proactif, ça nécessite d'avoir des processus. Les raisons principales qui rendent cette fonction indispensable pour un éditeur SaaS, c'est déjà la dimension service et métier du SaaS. Donc, quand on est éditeur de logiciels et qu'on a évolué donc d'un logiciel qu'on appelle on-premise vers SaaS, il y a cette dimension service métier qui doit apparaître en plus, puisque je rappelle que SaaS, ça veut dire Software as a Service, et que le mot service est plus important. Et service, c'est service métier. C'est-à-dire qu'avec le SaaS, on va proposer notre offre beaucoup plus aux métiers qu'à une DSI. Et ces métiers ont vraiment des objectifs métiers à atteindre avec votre application SaaS. Et donc, le SaaS a une dimension usage qui est une dimension forte dans une application SaaS et donc apporte des services métiers. On dit aussi, pour comparer le on-premise avec le SaaS, que le on-premise
c'est plutôt des moyens qu'on met à disposition des clients, des fonctionnalités. Le SaaS, c'est plus une finalité, c'est-à-dire directement, le SaaS amène un service métier. Donc ça, c'est vraiment la première chose pour laquelle c'est important d'avoir des CS, c'est veiller à ce qu'on appelle ces services, qu'on délivre ces services métiers au travers de notre application SaaS et veiller que les clients atteignent les objectifs qui se sont fixés ou que nous avons fixés ensemble. Deuxième point, en SaaS, la volatilité des clients est plus importante. Oui, les clients en SaaS, contrairement à un logiciel on-premise vendu sous forme de licence, qui nécessite un investissement, c'est-à-dire qui nécessite d'immobiliser de l'argent et d'amortir cet achat sur une période, en SaaS, on est sous forme d'abonnement. Et le SaaS, d'ailleurs, c'est un abonnement sans engagement. À ne pas confondre avec la fréquence d'abonnement qui peut être variable, un mois, un trimestre, un an. Mais le SaaS donc, propose une fréquence d'abonnement, mais ne propose pas d'engagement contractuel dans le temps. Et donc, ça implique une volatilité plus importante. Et on constate d'ailleurs sur les marchés les plus matures vis-à-vis du SaaS, comme le CRM, où on a des éditeurs CRM qui ont des stratégies commerciales assez comment dire, intrusives, assez importantes et qui vont rencontrer des clients en leur demandant mais quel CSM vous utilisez, moi j'apporte ceci en plus, et en plus j'ai développé un script qui va vous permettre de traduire la base de données de votre ancien CRM vers le mien qui va permettre de récupérer les données extrêmement facilement. Et donc les entreprises ont plus de facilité avec le SaaS à changer d'application et c'est valable ça notamment sur les marchés les plus concurrentiels. Donc la volatilité des clients. Et le troisième point, c'est que le SaaS permet des stratégies de commercialisation product-led. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de commercialisation product-led? L'idée par le produit, c'est-à-dire que le SaaS permet de mettre un premier pas chez le client avec quelque chose qui certes apporte de la valeur, mais nécessite un changement moindre, c'est-à-dire un premier packaging de votre application qui apporte de la valeur, mais qui implique peu d'efforts de changement pour le client. Et ensuite, un autre packaging un peu plus large qui va permettre, qui va permettre de s'étendre chez le client. Et donc, c'est ça une stratégie product-led, c'est l'idée par le packaging de notre produit et c'est en opposition avec une stratégie de commercialisation sales-led où là, on essaie de vendre quelque chose le plus large possible d'entrer chez un client. Voilà. Donc, ces stratégies de commercialisation product-led permettent de diminuer la durée du cycle de vente, c'est-à-dire de vendre quelque chose plus rapidement à un client. Et derrière, bien sûr, l'objectif, c'est de s'étendre. Et donc, c'est là que le Customer Success a un rôle qui est important pour justement favoriser ce upselling ou ce cross-selling. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail des différents processus qui sont à définir en fonction, bien sûr, de votre proposition de valeur et notamment de la largeur de cette proposition de valeur, hein, et puis de votre stratégie de commercialisation, comme je viens de parler de cette stratégie de commercialisation product-led. Ces processus à définir, alors, je les ai détaillés comme ça, mais on peut les regrouper. Hein. Donc, il y a bien sûr l'onboarding, qui est quelque chose d'important, l'adoption produit, la relation et la satisfaction des clients, le renouvellement et l'upsell. Alors, je vous rappelle que ces processus, je les ai séparés, mais ils peuvent être regroupés, bien sûr, en un nombre de process moindre. Donc, l'onboarding. L'onboarding est une étape extrêmement importante de la relation avec le client parce que c'est l'étape où on va faire émerger la valeur de ce que l'on propose. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Du paramétrage, de l'intégration de données, de la formation, mais aussi, et je ne l'ai pas noté là, j'aurais dû d'ailleurs, une partie conseil. Pourquoi? Parce que l'éditeur de logiciels a une expertise, et notamment une expertise du métier de ses clients, et
toujours, dans cette phase d'onboarding, on va conseiller le client sur comment mettre en œuvre ceci, etc., etc. Donc, ce qui est important dans ce process, ben, c'est d'avoir un processus et un planning clair et de le partager avec le client. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire étape par étape, avec quel objectif pour arriver au final à ceci. On va également définir les rôles avec le client, c'est-à-dire les rôles de l'éditeur et les rôles du client. Il faut bien connaître son client et c'est le moment où on va définir ou préciser ses objectifs qui sont les objectifs que le client se doit d'atteindre avec notre application. Je dis définir ou préciser parce que bien souvent, on a parlé de ces objectifs en phase d'avant-vente et là, on va les préciser et on va faire en sorte que ces objectifs soient mesurables et quantifiables. Si je donne un exemple de ces objectifs, pour qu'ils soient quantifiables, si je donne un exemple, par exemple, pour un outil de marketing automation, les objectifs, ça va être le nombre de leads générés, de leads marketing générés et la qualité de ces leads. Alors, selon un peu la largeur de votre proposition de valeur, et c'est ce que je mets, c'est la remarque que je mets en bas de ce slide, on va avoir donc sur des propositions de valeur larges et des produits complexes, on a des consultants ou des chefs de projet qui sont en charge de l'onboarding. Mais le CSM doit tout de même y participer, au moins au départ et à la fin. Au moins au départ, justement pour fixer ses objectifs, les partager avec le client, et à la fin, pour constater ce qu'on a mis en œuvre et pour prendre le relais, en fait, parce que si ce n'est pas le CSM qui exécute l'onboarding, à ce moment-là, il doit malgré tout être au courant de tout ce qui a été fait pendant cette phase. L'adoption produit maintenant. L'adoption produit nécessite un changement d'habitude, surtout quand on est face à des marchés non matures, c'est-à-dire non équipés de ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on est face à des clients pour qui notre application, c'est quelque chose de nouveau, ça ne vient pas en remplacement de quelque chose. Et donc, ça implique un changement d'habitude. Et ce changement d'habitude, il faut le prendre en compte, il faut le quantifier pour pouvoir aider notre client à adopter le produit. Donc, il faut définir une stratégie d'engagement pour augmenter cette confiance des utilisateurs vis-à-vis de notre produit et pour augmenter leurs compétences sur notre produit pour en détecter la valeur. Donc là aussi, il est important de comprendre les objectifs du client. Il va être nécessaire de suivre des indicateurs d'adoption. Alors, ces indicateurs d'adoption, normalement, avec une application SaaS, on a tous les moyens pour les avoir à notre disposition. L'idée de départ, c'est de dire, voilà, ce client qui va utiliser de telle façon mon application avec tant de personnes qui vont l'utiliser, quel devrait être son taux d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de fois où il va se connecter par jour, par semaine ou par mois, et quelle fonctionnalité il va utiliser, quelle fonctionnalité. Et derrière, de suivre des indicateurs et de faire le delta entre ce qu'il devrait faire et ce qu'il fait réellement pour sortir des alertes et alerter en fait sur une déperdition de l'utilisation ou autre. Quand on est sur des choses complexes qui concernent un nombre d'utilisateurs important, on peut définir des objectifs intermédiaires vis-à-vis de l'adoption. Et ce qui est nécessaire là-dedans, c'est dans cette démarche-là, c'est d'avoir un sponsor dans l'équipe client qui va relayer vos messages, qui va faire un certain nombre de choses vis-à-vis de ce sujet de l'adoption. La relation et la satisfaction des clients, donc ça, c'est sur le long terme. Il est nécessaire de mettre en place des actions de relations clients pour maintenir le client engagé dans votre solution et pour qu'il garde le focus sur ses objectifs. Donc, quelles sont ces actions possibles? Des points récurrents avec un agenda précis.
des points récurrents avec un agenda précis. Je précise sur l'agenda, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander une réunion à un client si on n'a pas des choses précises à dire et à faire. Donc, il y a un agenda précis, peut-être un regard sur un certain nombre d'indicateurs et puis des actions de correction. Ça peut être aussi des formations courtes. J'ai par exemple des CSM qui analysent un peu tous les incidents de leur parc client qui arrivent au support et qui constatent sur des incidents d'usage peut-être un manque de connaissances sur l'utilisation de telle ou telle fonctionnalité. Et à ce moment-là, ils proposent à l'ensemble de leur parc client une formation courte au travers d'un webinaire sur ce sujet-là. La satisfaction, l'enquête de satisfaction était quelque chose d'extrêmement important qui va être en lien aussi avec le process, notamment de renouvellement. Donc, les enquêtes de satisfaction vont s'exécuter de façon différenciée selon les services que l'on délivre. On va voir, par exemple, une enquête de satisfaction sur l'application en elle-même, son ergonomie, ce qu'elle apporte, ses objectifs, etc., etc., que l'on va exécuter à fréquence régulière, par exemple une fois par an. Et puis, on va avoir des enquêtes de satisfaction sur différents services. Par exemple, le service de support, ben là, c'est à chaque fois qu'il y a clôture d'un incident, on envoie 2-3 questions pour qu'il juge de sa satisfaction vis-à-vis du support. Sur la prestation d'onboarding, ben c'est sur la fin de la prestation d'onboarding. Voilà. Ce qui est important dans ce processus relation client et satisfaction client, c'est de ne pas échanger avec le client uniquement sur votre produit ou service, mais plutôt sur ses objectifs et sur ses problèmes. On peut aussi partager des expériences que l'on a avec d'autres clients. Hein. Pourquoi? Parce que notre client, il a comme nous, hein, le nez dans le guidon. Il ne va pas voir un peu ce qui se fait chez d'autres services qui lui ressemblent. Et vous êtes là pour ça aussi, pour partager vos expériences et l'informer de comment ça se passe chez les autres. Et on peut aussi demander des retours de manière informelle. Le renouvellement. Il faut penser au renouvellement dès le premier jour du contrat. Le renouvellement nécessite un processus et un plan d'action clair. Je parlais de l'enquête de satisfaction. On va positionner l'enquête de satisfaction en fonction de sa date de renouvellement pour pouvoir se donner le temps, si une insatisfaction est remontée au travers de cette enquête, de réagir, de corriger et de récupérer le niveau de satisfaction que l'on souhaite. Ce qui est important dans ce process de renouvellement, c'est d'identifier de façon générale, c'est-à-dire sur l'ensemble de notre parc client, les possibles causes de renouvellement. Là aussi, c'est comprendre les objectifs et les contraintes du client, mais si on a fixé des objectifs clairs avec le client et qu'on constate et qu'on a constaté avec lui également l'atteinte de ces objectifs, il y a beaucoup moins de raisons qui ne renouvellent pas. Partager en équipe également les problèmes éventuels de renouvellement pour un client, pour peut-être essayer de brainstormer sur les idées possibles pour essayer de le récupérer ou de l'empêcher de ne pas renouveler. Donc, communiquer avec le client sur le renouvellement le plus tôt possible. Le moment de l'enquête de satisfaction et peut-être du débriefing qu'on va avoir avec le client sur ce sujet-là est peut-être le bon moment. Exposer les options de renouvellement si vous en avez, durée de contrat, fonctionnel, largeur fonctionnelle, etc. etc. Et l'upsell fait partie de la stratégie de commercialisation pour une offre SaaS. Le Customer Success, il contribue largement. Alors, sur des éditeurs de logiciels à proposition de valeur très large et très modulaire, on peut avoir ce qu'on appelle des account managers qui ont un rôle purement commercial et qui viennent en plus du CSM et qui se chargent de l'upsell, voire du cross-sell. Mais généralement, quand on est sur des propositions de valeur relativement étroites et précises, c'est le CSM qui est en charge de cet upsell. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est de connaître l'offre, de maîtriser son business model et bien sûr les possibilités d'upsell. De comprendre les signaux d'achat pour savoir
à quel moment il est bien de proposer, d'identifier parmi son parc les clients éligibles à l'upsell, se créer un portefeuille commercial et pour les comptes importants, définir ce qu'on appelle un plan de compte où là, on va un peu mapper l'organisation avec les relations entre les personnes, etc. etc. Donc, l'upsell est quelque chose d'important. Il ne faut pas être perçu comme un commercial. Hein. Un CSM n'est pas un commercial. Il faut avoir cette capacité de détecter un problème qu'on va pouvoir résoudre avec quelque chose de supplémentaire dans notre capacité de vente, qui peut être des fonctionnalités supplémentaires, mais qui peut être aussi un service. Voilà. Et puis, ne pas supposer que le client n'achètera pas une extension parce que les suppositions, il faut les vérifier. Je termine par les KPI importants d'un CSM. Alors, les deux premiers, c'est plutôt des KPI au niveau commercial, au niveau conquête de nouveaux clients, hein, l'ARR ou le MRR, c'est-à-dire le revenu récurrent annuel ou mensuel. Le CAC aussi, qui est un KPI du SaaS, mais plutôt pour la conquête, c'est le coût d'acquisition d'un client. C'est important quand même de comparer le CAC à la durée de vie d'un client. Donc, le churn est là un indicateur important pour les CSM. Ce taux de clients perdus sur une période qui peut s'exprimer donc en nombre de clients ou en revenus. Et puis, autre indicateur qui, lui, me semble très pertinent, c'est ce qu'on appelle le net revenu, rétention revenu ou le NRR, qui est en fait le revenu total avec, en rajoutant l'upsell, moins le revenu churn. Hein, donc, le revenu, le NRR, on va en sortir un pourcentage en faisant le MRR ou le ARR selon votre durée d'abonnement, plus le revenu upsell sur le même parc client et moins le revenu churn, toujours sur le même parc client, sur le même set de clients, divisé par le MRR, multiplié par 100. Et théoriquement, il doit être supérieur à 100%. Hein, c'est-à-dire que sur un même parc client, on doit augmenter notre revenu récurrent. Et puis, autre ou 7 d'autres indicateurs à suivre pour les éditeurs. Moi, je regroupe ça sous ce que j'appelle le Customer Health Score, qui va être à définir selon votre contexte et en prenant en compte probablement un taux de satisfaction ou un NPS, hein, Net Promotion Score, un taux d'usage qui vient de ces indicateurs d'adoption, éventuellement un nombre de tickets ouverts et puis éventuellement quelques indicateurs métiers, notamment liés à l'atteinte de leurs objectifs. Je termine mon exposé par les outils numériques que peut utiliser un CSM. Donc, il y a des applications spécifiques qui existent pour les CSM. L'exemple que je peux vous donner, c'est Scaling. Donc là, il va nous permettre d'établir nos processus CSM, de mettre sous forme d'actions, de tâches, etc., nos processus CSM, de suivre ce health score dont je viens de parler tout à l'heure. Et c'est vraiment une application spécifique pour les CSM. Il en existe quelques-unes actuellement. Je vous donne cet exemple-là. Les applications services qui permettent un certain nombre de choses, pas simplement de gérer les tickets incidents, mais qui permettent d'aller un peu plus loin dans la dimension Customer Success. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est HubSpot avec Service Hub ou Zendesk avec sa partie service. Pourquoi pas les applications de communication pour faciliter les échanges avec les clients? Là, je vous donne comme exemple Slack. Et puis, peut-être des applications de Learning Management System pour mettre à disposition des clients des contenus e-learning ou autres. Voilà, donc je vous ai donné l'exemple de Digiforma, mais il y en a bien d'autres également. Voilà, j'en ai terminé. Donc, c'est le moment de poser vos questions. C'est le moment de poser des questions. J'ai un peu dépassé le temps que je m'étais imparti puisque c'est à 12h24 déjà. Maintenant, on a une dizaine de minutes pour que vous posiez vos questions. Je vais regarder le sondage s'il est toujours actif. Oui, vous le voyez également. Alors, est-ce que la fonction Customer Success existe dans votre entreprise? Oui, à 73%
Non, pas encore à 27%, mais si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous avez l'intention de faire quelque chose à ce sujet. Combien de CSM avez-vous dans votre équipe? Alors, c'est encore en train de bouger. Il y a des gens qui répondent encore. Donc, 0, donc ça correspond aux 28% qui n'ont pas ce service-là. Entre 1 et 2, 30%. 3 à 5, 31%. Plus de 6, 11%. Est-ce que vos CSM participent à l'onboarding? Donc, j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que bon, selon la largeur de la proposition, ce n'est pas forcément le CSM qui conduit l'onboarding quand on est sur des choses un peu complexes, mais il doit y participer d'une certaine façon, et notamment au début et à la fin. Donc là, on a 58 personnes, 58% des personnes qui nous disent que les CSM participent à l'onboarding. Est-ce que vous mesurez la satisfaction client? 64% qui la mesurent, 36% qui ne la mesurent pas. Alors ça, c'est important, hein, quand on est éditeur de logiciels, il faut absolument mesurer la satisfaction des clients. J'insiste sur ce sujet, ça va être preuve, ça va vous permettre aussi de donner un peu des inputs pour votre roadmap. Ça permet plein de choses, quoi, de mesurer, d'interroger nos clients sur leur satisfaction. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut absolument mettre en place. Est-ce que vos CMSM sont responsables de l'upselling? Donc là, c'est plus équilibré. 48% oui, 52% non. Et j'imagine que sur les 52%, on a plus des applications SaaS qui ont une proposition de valeur large, modulaire, etc., qui nécessitent un travail commercial approfondi pour aller sur l'upsell. Voilà, je mets fin au sondage et je vais prendre vos questions, si toutefois il y en a. Aura-t-on accès à la presse? Oui, vous allez recevoir la presse et vous allez recevoir un lien sur l'enregistrement. Donc, cette présentation, vous allez la recevoir. On ne voit pas le sondage à l'écran. Ah, alors, je suis désolé. Je voulais commenter à l'oral, donc je pense que je pense que vous avez. Alors, pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi vous ne le voyez pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tiens, je vais faire partager les résultats. Voilà. Donc, peut-être vous le voyez maintenant. Alors, bonjour. Quelle fréquence de mesure de la satisfaction client est conseillée? Une fois, 2 fois par an. Donc, sur l'application, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est suivant les services que l'on fait, on va faire des enquêtes de satisfaction différentes. Donc, sur la partie application, c'est-à-dire sur se poser des questions sur le fait que l'application permette d'atteindre les objectifs, est ergonomique, propose toutes les fonctionnalités, etc. Donc là, la fréquence, c'est généralement 1 an, mais on peut faire moins, ça va dépendre de notre fréquence d'abonnement. Si on a la majorité des clients qui sont abonnés mois par mois, ce qui est assez rare en fait en B2B, hein, c'est-à-dire qui, là, on peut mesurer la satisfaction de façon un peu plus fréquente. Mais globalement, ça se fait 1 fois par an. Quelles sont les compétences nécessaires pour un CSM? Donc, je le disais un peu en introduction de ce webinaire, il y a 3 compétences. C'est un métier très complet. C'est un métier très complet qui nécessite des compétences assez larges. Fonctionnelles, je pense que c'est la première, c'est-à-dire être capable de maîtriser les processus de notre client et maîtriser les problèmes qu'il rencontre. Ça, c'est la principale. Après, technique, il faut connaître l'application. Bien évidemment, et puis commercial, notamment pour les CSM qui sont en charge de l'upsell, qui nécessitent une approche de curiosité et d'écoute active pour arriver à capter un problème, à transformer ce problème en opportunité commerciale et à présenter un upsell. Bonjour Claire, est-ce que tu as des exemples de postes au sein de petits éditeurs qui couvrent le rôle de CSM, mais qui sont intégrés à un autre rôle, par exemple chargé d'affaires, responsable marketing?
ou des préconisations sur quel poste chez l'éditeur serait plus pertinent pour embarquer certaines actions du CSM. Alors, j'ai peu d'exemples. Si, j'ai des exemples quand même. Je ne peux pas nommer les éditeurs, mais j'ai des exemples où c'est une proposition de valeur assez large et c'est les consultants qui se déplacent chez les clients pour des prestations de conseil qui réalisent l'onboarding. Donc, est-ce que le marketing a cette capacité de faire ce métier de CSM? Je ne crois pas, c'est assez éloigné pour moi. Est-ce que des commerciaux chargés d'affaires, c'est-à-dire c'est commercial, je ne pense pas non plus, mais si on a un chargé d'affaires qui a un côté assez fonctionnel et technique, pourquoi pas? Voilà. L'exemple que j'ai, c'est vraiment des consultants ou des consultants qui interviennent en conseil chez les clients et notamment qui, en même temps, tiennent ce rôle de CSM. Alors, comment justement mettre en place des stratégies pour recueillir correctement la satisfaction des clients? Comment justement mettre en place des stratégies? Alors, c'est un sujet un peu long. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire une réponse concise. Je pense que définir un peu l'objectif de l'enquête de satisfaction, c'est-à-dire pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut capter comme information au travers de cette enquête de satisfaction, quel est le moyen qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va faire ça par un formulaire web ou est-ce qu'on va faire ça en one-to-one, soit au téléphone, soit carrément en face-à-face? Ça va dépendre un peu de la largeur de votre proposition de valeur, du nombre de clients que vous avez. Et peut-être, on peut différencier parce que forcément, on a des clients qui sont plus importants que d'autres et on peut différencier les moyens. Donc, il faut avoir une réflexion par rapport à ça. Je ne sais pas comment répondre concivement à votre question. Je suis désolé. On peut avoir une aparté après si vous le souhaitez. Hein. Penses-tu que l'outil Zendesk peut faire le job comme l'outil CSM ou sais-tu c'est utilise comme tel? Oui, j'ai des outils qui utilisent Zendesk Service comme un outil pour les CSM. Bon, au départ, c'est plutôt un outil pour le ticketing élargi. Je n'ai pas trop de connaissances sur Zendesk Service pour pouvoir répondre clairement et précisément à cette question. Je suis désolé, Claire. Alors, pourquoi un outil SaaS ne peut pas être défini sous un engagement minimum avec tacite reconduction? La tacite reconduction, je n'ai pas de problème avec ça. L'engagement, j'ai un peu plus de problème avec ça. Faisons la différence entre la fréquence d'abonnement et l'engagement. Hein. L'engagement, c'est la fréquence d'abonnement, c'est-à-dire je définis une fréquence d'abonnement d'un an, c'est-à-dire qu'au début de la relation, je fais payer mon client pour un an. Et derrière, soit par tacite reconduction, je n'ai pas de problème avec ça, soit par resignature de contrat, je lui fais signer un an de plus. L'engagement, c'est différent, c'est de dire, voilà, monsieur, vous achetez mon logiciel, je vous fais payer une année, mais je vous engage sur 3 ans. Et c'est ça que je ne préconise pas dans le SaaS. Pourquoi? Parce que le SaaS est par nature un service et il n'y a aucune justification on ne peut pas justifier un engagement contractuel. Je n'ai pas assez de temps pour m'expliquer là-dessus, hein, mais on doit conserver les clients par la valeur que l'on ramène, pas par le contrat. Responsable du support client chez un éditeur SaaS, j'ai utilisé de monter une cellule CSM. Estimez-vous qu'un outil comme Scaling est un must-have ou un simple accès au CRM peut suffire pour commencer? Je pense qu'on va aller dans des outils spécifiques comme Scaling, spécifique CSM, dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord utiliser les outils qu'on a, le CRM, etc., ou Zendesk Service, et on va
démarrer, mettre en place ces process dans un premier temps avec ça. Et c'est ensuite, quelques mois après, voire un an après, qu'on va constater la nécessité d'aller sur un outil spécialisé comme Scaling. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Combien de temps doit durer l'onboarding d'un client pour un SaaS simple et à quel moment doit-il intervenir? Alors, un SaaS simple, donc combien doit durer l'onboarding? L'onboarding doit durer le temps nécessaire pour que le client soit en capacité d'atteindre des premiers objectifs avec votre application et toute la compétence nécessaire pour cela. Donc, c'est assez difficile à donner un temps. Il est nécessaire que le client, à la fin de l'onboarding, soit autonome, sache comment il faut l'utiliser, quels objectifs il va atteindre, etc., etc. Et à quel moment doit-il intervenir? Il doit intervenir dès la signature du premier abonnement, le plus tôt possible. Quand le SaaS demande un gros effort de changement chez le client, que conseillez-vous de faire? Nous faisons du B2B. Quand le SaaS demande un gros effort de changement chez le client, que conseillez-vous de faire? Ce n'est pas des questions faciles que vous me posez. Nous faisons du B2B, bien évidemment. Il faut évaluer ce changement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision très claire de qualifier cet effort de changement et de voir l'accompagnement qu'on peut amener au client. Mais il faut déjà, premièrement, essayer d'avoir une vision de cet effort de changement, sur quel point, dans quelle mesure, etc., etc. Et puis, il faut proposer de l'accompagnement pour les aider à conduire ce changement. C'est indispensable, ça. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs un problème souvent chez les éditeurs de logiciels, qu'ils soient SaaS ou pas SaaS, c'est vraiment d'aider ses clients à conduire le changement nécessaire pour percevoir la valeur de ce que vous lui mettez à disposition. C'est un vrai sujet, ça. Hein. Quelle est, selon vous, l'approche CSM pour un client on-premise? Nous avons du SaaS et du on-prem. J'ai dit difficulté à répondre encore une fois à cette question. Ça dépend de ce que vous faites. Pour un client on-prem, on a beaucoup moins de facilité à conduire cette activité CSM. Pourquoi? Parce que on n'a pas accès à l'application, on n'a pas d'indicateur d'adoption, on n'a pas de choses comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il est important d'avoir un suivi client. Dans le passé, ce suivi client du on-prem se faisait d'une part, bien sûr, au travers du support et par la fonction commerciale, voire dans certains cas des consultants et chefs de projet qui se déplaçaient sur place et qui faisaient des réunions, etc., avec le client. C'est assez différent sur du on-prem. Hein. Après, vous avez du SaaS et du on-prem. Si on est sur une proposition de valeur métier, la partie métier de votre proposition de valeur est assez proche, vous pouvez les traiter de façon quasi identique, sauf que sur l'on-prem, vous aurez un peu moins d'informations, un peu moins de données à utiliser. Comment adapter cette méthodologie de CSM si on n'a pas d'abonnement mais des licences à usage unique? Donc, ça, c'est le modèle licence. Alors, à usage unique, c'est plutôt la version on-prem, c'est-à-dire on achète des licences. C'est un peu la même réponse que ce que j'ai fait là sur la différence entre on-prem et SaaS.
Est-ce que le NPS remplace toute autre enquête de satisfaction? Le NPS, dans sa définition, le Net Promotion Score, c'est-à-dire comprendre à quel point notre client va avoir la capacité. Non, ça ne remplace pas. Moi, je combine les deux, hein, c'est-à-dire que dans une enquête de satisfaction, je mets des questions, je rajoute des questions liées au NPS. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur le sponsor de l'équipe client, s'il vous plaît? Le sponsor chez l'équipe client, ben, c'est celui un peu qui, dans cette phase d'avant-vente, vous a poussé. Alors, enfin, ça peut être celui-ci ou ça peut être une autre personne, mais qui est convaincu par votre application, qui est convaincu que votre application, que votre SaaS va lui permettre de progresser dans l'exécution de ses process. Et ce sponsor, ben, il faut un peu le chouchouter et lui donner un peu des éléments qui vont l'aider à communiquer avec ses collègues et à faire que ses collègues adoptent. Donc, le sponsor, en fait, c'est quelqu'un, et généralement, on a tout ça chez les clients qui adhèrent vraiment à votre vision des choses et qui a la volonté d'aider à faire ce que cette application fonctionne chez eux. Oui, vous allez recevoir la présentation par mail. Pourquoi un outil SaaS ne peut pas être défini sous un engagement minimum avec tacite reconduction? J'ai répondu à cette question. Hein, je pense que quelqu'un d'autre l'a posée plus tôt. J'ai répondu à cette question. Dans une PME, à quel département ou quel service le CSM peut-il être rattaché? Direction commerciale, direction générale. À qui est-il plus utile de reporter? Vous l'avez compris, je considère que le CSM est une activité extrêmement importante chez un éditeur SaaS. Je ne pense pas qu'il doit reporter à la fonction commerciale, je pense qu'il doit reporter soit à la direction générale, soit à la direction des services, si vous avez un set de consultants, et enfin vous avez une direction des services. Voilà. Bonjour, nous ne sommes pas SaaS, mais nous allons bientôt créer un pôle CSM. C'est possible d'adapter la formation à notre contexte. Oui, il n'y a pas de problème. En mode intra-entreprise. Alors oui, je n'en ai pas parlé, mais Route2Business propose une formation qu'on appelle CSM en SaaS. Cette formation donc, est une formation de 2 jours. Cette formation est une formation de 2 jours qu'on délivre en mode inter-entreprise, c'est-à-dire à des dates précises, où donc là, on accueille des personnes de différentes sociétés. Alors, c'est intéressant parce que les échanges entre eux sont riches. Et puis, on la propose en mode intra. Et là, ce mode intra nous permet, par la préparation que l'on fait avant, d'adapter la formation à votre contexte et derrière, il s'en ressort qu'on a un véritable plan d'action à la fin de la formation. Donc, si vous êtes en phase de mise en œuvre de cette fonction CSM ou de volonté d'amélioration, peut-être il est mieux de le faire en SaaS, il faut, en mode intra-entreprise, pour pouvoir justement avoir un véritable plan d'action d'amélioration ou de mise en œuvre derrière. Lorsqu'un client a besoin d'une nouvelle fonctionnalité non prise en charge par le logiciel, quel est le rôle du CSM? Le rôle du CSM, c'est de trouver avec le client une alternative. Une alternative. Le rôle du CSM, c'est aussi informer l'équipe produit, et notamment le Product Marketing Manager, ou si on n'a pas ça, le Product Owner, de cette demande du client. De voir si cette demande peut être intégrée dans notre roadmap, parce qu'elle va servir notre marché. Mais c'est, en attendant de la voir, ou si on ne l'a pas, c'est de réfléchir avec le client à un bypass là-dessus, une façon différente de faire les choses. Je pense qu'il y a toujours solution. Merci à vous, super webinaire, super, merci beaucoup.
Le CSM est vraiment un coordinateur entre tous les services commerciaux, consulting, SAV. Ouais, le CSM est une personne vraiment importante chez un éditeur SaaS. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Et souvent, quand je travaille en conseil avec des éditeurs SaaS ou des startups, bien souvent, je leur conseille de mettre en place cette fonction avant même d'embaucher les commerciaux. Voilà. J'arrive au bout des questions. Je vous remercie. On a débordé un petit peu. C'est 12h45. Je suis vraiment désolé. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez également les slides que j'ai passés. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vais revoir ça. Je vous enverrai des réponses par email. Merci et je vous souhaite une bonne journée.